Oui, merci Frédéric. C'est jamais long, mes petites introductions. C'est juste pour faire des petits remerciements. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Vicky Gagnon-Mauduré, je suis la directrice de la bibliothèque à l'EDS. Je voudrais vous remercier d'être présent aujourd'hui à la conférence Diversité et Inclusion, les effets de la COVID. La conférence de Vincent Larivière, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante, sera présentée tantôt par Frédéric ou Marlène. La conférence sera suivie aussi d'un atelier sur définir la portée d'une question de recherche de Proshan Lala, qui est un de nos employés agents de recherche à la bibliothèque de l'ETS. Et puis, ce que je veux surtout en entrée de jeu, c'est vraiment de remercier la direction de l'ETS de nous permettre de faire des belles séries de conférences. Un grand remerciement au service des communications pour leur soutien dans la publicité là, des événements et surtout à Marlène, qui est maître d'enseignement en physique et chimie au service des enseignements généraux, et Frédéric Duval, bibliothécaire au service de la bibliothèque, pour l'organisation de cette série de conférences qui s'inscrivent dans le cadre d'une exposition qui va avoir lieu à la bibliothèque et dont Frédéric va sûrement vous parler, et je lui cède dès lors la parole. C'est moi qui vais présenter. Marlène, alors, une des deux, les meilleures de toute façon. Merci à vous d'être ici. Avec Frédéric, ça va faire 1 an qu'on travaille sur cette exposition, sur la trajectoire des femmes dans les STEAM, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. On avait espoir d'ouvrir notre belle exposition en début de l'hiver. Ça a été repoussé. Fait qu'on espère toujours pouvoir l'avoir en réel à l'automne. Donc, on espère que vous serez nombreux à venir nous voir. Dans le cadre de cette exposition, on s'est rendu compte que c'était important de faire des événements autour de cette thématique-là pour enrichir le contenu de l'exposition. Et comme il y avait beaucoup d'enthousiasme, on s'est dit qu'on va garder quelques événements cet hiver. Il y en aura d'autres également à l'automne. Donc, c'est le 3e événement aujourd'hui. Ça ferme on arrête là après. On reprendra à l'automne. Donc, on avait reçu différents panélistes avec Chloé Frelon il y a à peu près 1 mois. Ouais, un peu moins d'1 mois, où on a discuté de l'entrepreneuriat justement dans les STEAM. Le YouTube est accessible présentement sur la chaîne de la bibliothèque. La semaine dernière, on a reçu Ève Langelier sur le leadership féminin et plus large, puisque ça s'adressait à tout le monde. Donc aujourd'hui, on reçoit Monsieur Larivière pour nous parler des effets de la COVID. Donc, merci beaucoup d'être là. Et puis, si vous avez des questions par rapport au contenu de l'exposition, des suggestions d'événements ou de contenu, avec Frédéric, ça nous fera plaisir de les entendre. On veut que cette exposition grandisse avec tout le monde, fait que n'hésitez pas. Puis c'est moi, en fait, qui prends le relais tout de suite pour vous présenter juste plus en détail M. Larivière qui est ici avec nous aujourd'hui, lui aussi le reste là, de la présentation. Donc, on vous l'a dit, c'est un programme aujourd'hui qui est en 2 volets, vraiment 2 volets quand même là, qui vont toucher la communication savante au sens large. Donc, on va démarrer avec la conférence de Vincent Larivière que je vous présente à l'instant. Ensuite, de 14h30 à 15h, on va prendre une pause. Et là, je vous invite, si vous restez pour les 2 parties, je vous invite à rester pour cette pause-là, à ne pas vous gêner de discuter informellement. On va essayer de recréer les petits moments de réseautage là, en présence qui, je pense, nous manquent à tous. Donc, on va se croiser les doigts. Gênez-vous pas de rester pour ça. Et ensuite, en fait, la fin de l'après-midi de 15h à 17h, on va rejoindre Proshan Lala, notre collègue à la bibliothèque qui s'occupe du service d'aide à la rédaction d'articles pour un atelier qui est plus pratique. Donc, vraiment, on invite, là, si vous êtes des étudiants, étudiantes au cycle supérieur, des chercheurs, si vous êtes vous-même impliqués dans le processus de rédaction et de communication scientifique au sens large, vraiment, cet atelier-là peut être intéressant. Donc, ce sera en fait un atelier qui va s'attarder sur définir la portée d'une question de recherche. Donc, vraiment, comment s'outiller pour prendre confiance dans le processus de rédaction, comment développer des stratégies là, pour bien communiquer, tout ça. Et un peu là, dans le même ordre d'idée que les autres activités du SARA, bien, on cherche par ce programme-là
à rompre l'isolement du processus de rédaction et à rencontrer des gens, à réseauter, tout ça. Donc, le SARA, en général, va faire des ateliers de cette nature-là, mais aussi des groupes de feedback, des blitz de rédaction, donc vraiment une programmation variée dont mon collègue Proshin pourra vous parler plus en détail dans la dernière partie. Sinon, allons-y avec la première section de l'après-midi. Donc, Vincent Larivière, professeur en sciences d'information à l'Université de Montréal, également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante. Vous dirigez aussi, en fait, vous êtes directeur scientifique de la plateforme Érudit et directeur scientifique adjoint de l'OST, donc l'Observatoire des sciences et technologies. Membre régulier aussi du CIRS, donc le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Donc, on vous a vu, en fait, actif là, assez tôt au début de la pandémie dans les médias. Vous avez co-signé plusieurs articles aussi avec Cassidy Sugimoto, Philippe Vincent Lamarre sur le sujet, en fait, de la COVID et plus spécifiquement de l'impact de celle-ci sur la diversité dans le milieu de la communication savante. Donc, vraiment, nous, on trouvait que c'était un sujet d'actualité, surtout on arrive à près d'un an après le début de tout ce qui est arrivé à partir du 13 mars dernier là, au Québec. Donc, vraiment, on a hâte de vous entendre là-dessus. Donc, je vais vous céder la parole et j'invite une dernière fois le public à ne pas se gêner de poser des questions en clavardage. Donc, on sera là pour y répondre. Donc, merci beaucoup, Vincent Larivière, et on vous passe le relais. Super. Bien, écoutez, merci beaucoup pour la gentille introduction. Je suis assez content d'être parmi vous. J'aimerais mieux être physiquement à l'ETS, effectivement. C'était ça le plan au début, mais bon, on remettrait ça probablement à la fin de 2021 ou au début de 2022, sait-on jamais. Bon, aujourd'hui, on a, disons, un plan assez ambitieux. Je veux parler de la COVID, mais je veux aussi parler de femmes en sciences d'une façon générale. Pour comprendre un peu les effets de la COVID, il faut voir un peu d'où on vient. Donc, en première partie de présentation, je vais vous dresser un portrait du fossé de genre qui existe en sciences à partir d'un certain nombre de variables. Je vous avertis tout de suite, je n'ai pas des tonnes de bonnes nouvelles à vous amener, mais encore là, des fois, il faut faire des constats plutôt difficiles pour être capable d'améliorer une situation. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, à mon avis, de jouer à l'autruche sur ces enjeux-là. Comme Frédéric l'a dit, je n'ai pas pour poser des questions pendant la présentation. Un des grands malheurs de cette pandémie-là, pour moi, c'est de ne pas pouvoir enseigner en personne et d'avoir les dynamiques de groupe. Si on est capable de recréer ça un petit peu, bien, je pense que c'est plus fun pour tout le monde. Donc, bref, on va commencer par certains constats, d'une part, sur la participation des femmes aux activités scientifiques, sur le type de contributions qui sont effectuées. Ensuite, on va regarder des pratiques de collaboration. Donc, est-ce qu'on peut voir des différences hommes-femmes sur tout ça? Sur la réception de leurs travaux, donc quel est l'impact scientifique des travaux des hommes et des femmes, tel que mesuré avec des indicateurs traditionnels. Ensuite, on va parler un peu de mobilité. On va regarder deux aspects de la mobilité. D'une part, la mobilité géographique, mais également la mobilité disciplinaire. Puis en fait, je vais présenter des résultats d'une enquête qu'on a fait avant la pandémie, mais qui nous permet en fait de comprendre un des effets principaux de la pandémie, qui est sur la parentalité. Une grosse enquête qui n'est pas publiée encore et pour lesquelles vous êtes parmi les premiers à voir les résultats. Ensuite, on va regarder les effets spécifiques de la pandémie sur le genre à partir de travaux qu'on a mis dans mon équipe, mais aussi d'autres travaux qui ont été faits par des collègues aux États-Unis. Mais il va falloir aussi mettre un peu ça en contexte sur les effets globaux de la pandémie sur la science et sur la diffusion des connaissances, sur lesquelles je veux dire quand même quelques mots. Et on va conclure avec, on pourrait dire, certaines pistes de solutions qui sont dans certains cas des solutions qui existaient déjà avant la pandémie, mais qu'on peut réanalyser, si vous voulez, à la lumière de ce qui se passe en ce moment. Donc, écoutez, je me lance, puis comme je le disais tantôt, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Donc, le premier élément, c'est dans la société en général, à quel endroit observe-t-on le plus de différences hommes-femmes? Donc, ça, ces données-là nous viennent du World Economic Forum qui compile à chaque année, en fait, la performance globale des pays en termes d'égalité des gens. On voit qu'en gros, deux dimensions où la différence, elle est assez faible. Mais malgré tout, il y en a une, mais bon, on peut dire que la différence, elle est assez faible. Le premier, c'est dans le système d'éducation. Donc, est-ce que les hommes et les femmes atteignent les mêmes niveaux d'éducation? Et est-ce qu'elles ont une espérance de vie et une santé qui est similaire? Donc, on voit que dans les deux cas,
c'est quand même assez similaire. Ce qui est intéressant, par contre, quand on voit l'élément d'éducation, c'est que la recherche étant, disons, une sous-composante de ça, on va voir qu'il y a un fossé dans tout ça quand même. Donc, malgré le fait que les hommes et les femmes ont à peu près le même accès à l'éducation, il y a des fossés en là. Par contre, dans la performance globale, il y a deux autres aspects où les fossés demeurent substantiels. Le premier, c'est la participation économique, donc toutes les opportunités d'avancement de carrière, où en gros, les femmes ont moins de 60% de ce que les hommes obtiennent. Et d'une façon encore plus faible, on a la participation politique. Donc, en gros, là, on est à 23% pour les femmes par rapport aux hommes. Donc, c'est vraiment, vraiment une sous-représentation et une sous-participation qui est absolument, on pourrait dire, catastrophique. Aux yeux de certains, la situation, elle est réglée. Donc, quand on regarde les diplômes en sciences et en médecine depuis les années 90, on est à peu près à parité hommes-femmes. Par contre, quand on regarde les membres de la communauté scientifique, bien, les femmes représentent en gros une chercheuse sur 3. Donc, une personne sur 3 qui est membre de la communauté scientifique qui est une femme. Et donc, on est encore dans un fossé qui est substantiel, qui, on va le voir, varie dans les différents pays, mais qui, à l'échelle macro, demeure extrêmement, extrêmement important. À l'échelle canadienne, on peut voir cette pyramide-là qui est encore là très, très, très claire. Donc, il y a plus de femmes que d'hommes qui ont des diplômes de premier cycle. À l'échelle des maîtrises, c'est la même chose, un peu plus de femmes que d'hommes. Quand on arrive au doctorat, la pyramide, disons, le pourcentage s'inverse. Et dans les faits, plus on augmente dans la hiérarchie universitaire, donc on pourrait dire dans la hiérarchie du monde de la recherche, plus le pourcentage de femmes, il est faible. On peut voir ça comme étant un effet de l'âge, donc maintenant, les communautés scientifiques sont les plus ouvertes, donc tranquillement, pas vite, tout ça devrait se régler naturellement. Par contre, comme on va le voir un peu plus tard, encore aujourd'hui, on perd davantage de femmes que d'hommes en début de carrière. Et c'est là où les effets de la pandémie deviennent substantiels, parce que, bon, encore là, comme on va le voir, qui la pandémie affecte le plus? Bien, ce n'est pas les professeurs titulaires hommes-femmes qui sont en milieu ou fin de carrière, mais bien davantage les chercheuses qui sont en début de carrière. Donc, dans le moment le plus crucial de la carrière, c'est là où elles sont davantage affectées. Ces considérations-là étant faites, regardons le portrait macro. Donc, premier résultat global, proportion d'auteurs par pays. Donc, vous avez la carte du monde que vous connaissez bien. Plus le pays tire vers le bleu foncé, plus la proportion d'auteurs masculins est élevée. Plus le pays tire vers le orange, plus la proportion de femmes est élevée. Est-ce que vous voyez du orange sur la carte? Pas vraiment. Donc, il y a une couleur mitoyenne qui est le blanc, où effectivement, on s'approche de la zone de parité. Bon, c'est ce qu'on observe en Argentine. C'est ce qu'on observe en Argentine. C'est ce qu'on observe dans certains pays des Balkans, en fait, ainsi que dans certains pays baltes. Donc, en gros, à l'échelle mondiale, il y a une poignée de pays où on a parité hommes-femmes dans la participation aux activités de recherche. Ces pays-là, effectivement, sont concentrés dans l'ancienne Yougoslavie, dans les pays baltes et dans certains pays d'Europe de l'Est. Donc, historiquement, en URSS, tout bon, dans les pays qui étaient satellites, il y a eu un accès à l'enseignement supérieur qui était plus facile pour les femmes que dans d'autres pays. Puis, pour des raisons historiques, ça fait en sorte qu'on ait une participation un peu plus grande de femmes aux activités de recherche. On va voir que ce n'est pas le seul facteur. Et encore là, bien malheureusement, quand on regarde cette carte du monde-là, il n'y a pas des tonnes de politiques publiques qu'on peut mettre en place. Donc, il n'y a pas beaucoup d'exemples de pays où ça va bien, sur lequel, par exemple, le Canada pourrait se baser. À l'échelle mondiale, en gros, on est à 31% des auteurs d'articles scientifiques qui sont des femmes. Le Canada est dans cette zone-là, est autour de 31. Et là, j'ai fait une visualisation alternative. Ce que je vous présente là, c'est des données toutes neuves.
où plutôt que de prendre 50% comme étant la valeur mitoyenne, j'ai pris la moyenne mondiale. Ce qui nous permet de voir en fait quels pays ont plus de femmes que la moyenne dans leur communauté scientifique et quels pays en ont moins. Donc, ça permet de voir les contrastes d'une façon un peu plus claire, où on voit effectivement là, l'ex-Yougoslavie, les Pays-Bas, l'Amérique du Sud, mais ça permet de voir aussi le bleu foncé de beaucoup de pays, disons, parmi les plus pauvres de la Terre, mais également beaucoup de pays où on sait que la place des femmes dans la société demeure, on pourrait dire qu'il y a des inégalités de genre qui sont structurelles au sein de la société en général. Donc, une certaine systématisation de tout ça. Il y a quand même des exceptions là, disons, au contraire de ce que je viens de faire. Un pays comme l'Allemagne, un pays comme la Suisse, un pays comme l'Autriche demeure en dessous de la moyenne mondiale. Donc, il y a moins de femmes qui participent que ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc, ces pays-là, entre autres l'Allemagne, qu'on voit comme un pays plutôt progressiste, en général, plutôt à gauche de notre point de vue, a des enjeux importants d'égalité de genre et de participation des femmes à la communauté scientifique. Autre pays extrême, le Japon, où on est encore là bien en dessous de la moyenne. Donc, le portrait global en est un de quelques exceptions qui ont une, disons, parité des genres et la plupart des pays qui sont à l'extérieur de ça. On est allé analyser maintenant. Je peux vous poser une question? Excusez-moi. Oui. Par rapport à l'Allemagne, j'avais entendu que, par exemple, c'était une fois qu'on a couché, c'était très difficile de revenir sur le milieu du travail parce qu'il y avait beaucoup de difficultés au niveau des garderies. En fait, il n'y avait pas vraiment de garderie. C'est vraiment les enfants viennent à l'école, je pense, plus tard, mais il n'y a pas de... Ça y est, on encourage beaucoup les femmes à rester avec les enfants, oui, etc., ce qui fait que c'est très difficile de revenir. Exactement. Puis, en fait, on le voit, j'aurais dû faire la figure pour le Canada parce que les différences importantes pour le Canada, entre autres sur l'enjeu que tu mentionnes, le Québec au sein du Canada, c'est celui où la proportion de femmes est la plus élevée. Pourquoi? Ben, en partie, on peut l'expliquer par la facilité avec laquelle les femmes peuvent revenir sur le milieu du travail compte tenu du faible coût des garderies. Donc, autrement dit, les garderies à 5-7 $ maintenant, c'est vu comme, disons, un succès pour ramener les femmes sur le marché du travail. Ça fonctionne pour le monde non académique, mais ça fonctionne aussi pour le monde de la recherche. Donc, c'est multifactoriel. L'enjeu, c'est que c'est très difficile de trouver un seul facteur. C'est vraiment une combinaison de facteurs qui affectent ça, qui vont du système politique à l'importance de la religion, à des politiques, disons, progressives, etc. Maintenant, d'une façon plutôt déprimante, quand on est allé regarder à partir de... Donc, on est allé chercher plein de données de la Banque mondiale pour essayer de voir c'est quoi les prédicteurs. Puis là, bon, c'est quand même assez simple comme analyse, mais ça demeure assez révélateur. Donc, la richesse du pays. Donc, en bas à gauche, le PIB par habitant n'a pas d'effet. La proportion de femmes dans le Parlement n'a pas d'effet. La proportion de femmes ministres n'a pas d'effet. Les journées de maternité payées, globalement, n'ont pas un immense effet. L'effet le plus important, en fait, sur la participation des femmes aux activités de recherche, c'est le fossé dans l'espérance de vie entre les hommes et les femmes. Et c'est ce qu'on voit, en fait, cette relation-là, elle est beaucoup déterminée par les anciens pays du bloc de l'Est, où, on le sait, les hommes meurent 10 ans plus jeunes que les femmes. Et cet effet-là, donc, du fait que les hommes meurent, donc quittent la communauté scientifique, on peut dire, bon, quitte cette terre, quitte la société en général, fait en sorte qu'il y a plus de femmes dans la communauté scientifique. Donc, on s'entend que c'est un résultat intéressant, mais ce n'est pas un résultat sur lequel on peut bâtir une politique publique, vraiment. Donc, ça demeure assez difficile de trouver un seul facteur qui permettrait de régler la situation à l'échelle macro. C'est vraiment une combinaison d'une série d'actions qui sont prises par les différents pays ou les différentes régions au sein d'un pays. Maintenant, est-ce que la situation s'améliore? En toute honnêteté, on n'a pas des données super profondes. Donc, on n'a pas des données historiques super profondes. C'est quand même intéressant pour vous de voir le spectre de la participation des femmes dans les différentes disciplines. Donc, en sciences de la santé, donc santé publique, en psychologie, on est à parité. À l'opposé du spectre, les disciplines du génie, des maths et de la physique, donc qui sont celles couvertes par
par l'ETS en grande partie, on est en bas de 20% de participation de femmes au sein des articles scientifiques. Donc, on est vraiment parmi les disciplines où la proportion de femmes, elle est la plus faible. Au milieu de tout ça, bon, on a les disciplines des sciences sociales et humaines. Et donc, on s'est amusé d'une façon... on s'est amusé à faire des prédictions assez simples c'est-à-dire en quelle année on atteindrait la parité en maths et en physique au rythme où les choses vont. Évidemment, on s'entend que c'est vraiment des ordres de grandeur, mais ce qu'il faut retenir pour physique, c'est 2228 à peu près, puis pour mathématiques, 2248. Donc, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'on n'a pas nécessairement le temps d'attendre jusque-là, que la tendance n'est pas vraiment à la hausse, que c'est plutôt stable là, à l'échelle macro. Donc, premier constat pré-pandémique, on pourrait dire, il y a un fossé de genre important, il varie géographiquement, il varie en fonction des disciplines, mais la principale déterminante, c'est surtout le pays. Donc, par exemple, si on prend le Japon, même la recherche en sciences de la santé au Japon, elle demeure dominée par les hommes. Donc, les disciplines percolent un peu au sein des différents pays, mais la variable nationale demeure la variable la plus forte entre les deux. Ce qu'on observe en publication savante, on l'observe également dans le champ des inventions. Donc, c'est quoi la place des femmes dans les brevets d'invention? Donc, ici, c'est des données internationales, pas basées sur des pays, mais vraiment à l'échelle globale. On voit en gros que ça ressemble beaucoup à ce qu'on observe en génie. Donc, autour de 10 à 18 %. Les données datent de quelques années. On voit qu'il y avait quand même une tendance vers le haut. Mais en gros, il y a une proportion assez faible, disons une inventeur sur 5 dans le maximum des cas, qui était une femme. Mais ce qui est super intéressant ici, c'est l'importance du lieu de travail. Donc, les données sur les publications savantes, elles viennent à peu près toutes du secteur universitaire, à 90 %. Dans le cas des brevets, bon, il y a beaucoup de brevets industriels, mais aussi des brevets qui sont détenus par des universités. Et ce qui était crucial, je trouvais, dans les résultats ici, c'est que pour chacun des domaines, le milieu universitaire a une proportion d'inventeurs femmes plus élevée que les autres milieux. Donc, enlevons les brevets individuels, là, qui sont des brevets qui ne sont pas détenus par des organisations. Il y a quasiment 2 fois plus de femmes dans le cas de brevets universitaires que dans le cas de brevets industriels. Ce qui dit quelque chose sur l'importance du lieu de travail, sur soit d'une part la capacité des femmes à innover et d'autre part sur la capacité à intégrer des femmes innovantes dans leur milieu. Donc, il y a vraiment un enjeu ici important qui semble montrer que le monde universitaire, malgré toutes les limites que l'on sait par ailleurs, demeure un terreau plus intéressant pour les femmes qui contribuent à des brevets d'invention. Donc, publication, financement. Regardons maintenant qui fait quoi. Et là, bon, on n'a pas de données pour le monde du génie, mais on peut supposer que ce qu'on observe ici, principalement pour les domaines des sciences médicales, reflète aussi ce que l'on observe en génie. Donc, de plus en plus, certaines revues nous font un détail de qui fait quoi sur les articles. Tout ça est basé sur le fait qu'on doit avoir une plus grande responsabilisation des auteurs quant aux différentes tâches et également une plus grande reconnaissance des tâches qui sont faites. Donc, ici, on a un exemple de la revue PLOS où on a 3 auteurs et on a la liste de qui a fait quoi. Donc, d'une part, qui a conçu et fait le design des expériences, qui a fait les expériences, qui a analysé les données, qui a contribué à certains réactifs et qui, enfin, a écrit l'article. Et là, ce qu'on est allé faire dans ce projet-là, c'est de voir s'il y avait des différences de genre. Est-ce que les femmes sont plus susceptibles de faire certaines tâches que les hommes? Et les résultats qu'on a obtenus ont été extrêmement révélateurs. Donc, indépendamment de l'âge des auteurs, les femmes étaient plus susceptibles de faire les expériences. Et ça, c'est basé sur pratiquement 100 000 articles scientifiques. C'est très significatif. Donc, il y a vraiment une différence marquée sur quoi la science se base-t-elle. Donc, qui s'occupe de faire la science, qui s'occupe de faire les expériences, c'est les femmes. Et le fossé homme-femme reste constant au fur et à mesure que la carrière avance. Donc, autrement dit,
une femme va passer plus de temps dans le labo qu'un homme du même âge et de façon super importante. Maintenant, à peu près toutes les autres tâches qui sont rattachées un peu plus à une contribution conceptuelle étaient davantage associée aux hommes. Donc, par exemple, le design des expériences et la rédaction de l'article. Donc, on fait aussi extrêmement important sur le qui fait quoi, division du travail assez claire, les femmes qui font les expériences et les hommes qui s'occupent de la partie design de la recherche et la rédaction de l'article. On a fait en parallèle avec ça, je n'ai pas de figure, mais croyez-moi sur parole, une analyse de quelles sont les tâches qui sont considérées comme étant les plus importantes par les hommes et les femmes. Et ça, c'était assez déprimant parce que ce qu'on trouvait dans l'analyse plus qualitative, c'est que les femmes avaient tendance à considérer les tâches manuelles comme étant moins importantes que les tâches intellectuelles. Donc, précisément les tâches qu'elles font le plus, elles les considéraient collectivement comme celles qui avaient le moins d'importance. Donc, c'est un résultat qui est plutôt déprimant, mais qu'il faut être capable d'obtenir pour comprendre comment on est capable de changer la situation. Comment est-ce qu'on est capable de faire en sorte que les femmes aillent vers des contributions un peu plus associées à un certain niveau de seniorité. Parce que ce qu'on voit sur cette figure-là, c'est que l'âge n'explique pas tout. Ce fossé-là reste en fonction du temps dans la carrière. On a fait une deuxième analyse, donc là, vous voyez ici, c'est la même chose, mais sous forme de ce qu'on appelle un rapport de chance ou un odds ratio en anglais. Donc, en gros, les femmes étaient 50% plus susceptibles de faire l'expérience à proprement parler. Maintenant, il y a un résultat qui nous chicotait un peu, c'est celui sur la rédaction de l'article. Dans la typologie originelle de PLOS, qui est celle que je viens de vous montrer, on considère la rédaction de l'article d'une façon globale. Donc, c'est-à-dire que en gros, n'importe qui écrit un mot va être considéré comme ayant écrit l'article. Oui, Marlène, as-tu une question? Non? OK. Donc, on considère que n'importe qui a contribué à la rédaction de l'article a écrit l'article. Il y a une nouvelle typologie qui est sortie il y a environ 3 ans qui s'appelle la typologie crédit, qui, elle, distingue en fait 2 tâches associées à la rédaction. D'une part, avoir revu le manuscrit et d'autre part, avoir écrit la version originale de l'article. Parce que, bon, tout le monde à peu près qui va avoir lu qui va contribuer à un article va avoir changé 2-3 mots à gauche, à droite, puis on le voit ici là, à peu près à 65-70%. Mais c'est autrement différent d'être celui ou celle qui s'est farci la rédaction de la version 1 d'un article. Pour ceux ici qui ont déjà écrit des articles scientifiques, là, c'est beaucoup de travail, là, partir de la feuille blanche puis écrire l'article au complet. Donc, alors que dans la typologie originale, on voyait que les hommes étaient plus susceptibles d'avoir écrit l'article, même si c'était mal défini, quand on distingue la rédaction du premier jet de commentaires éditoriaux mineurs, on voit une autre situation. Donc, en gros, les femmes sont légèrement plus susceptibles d'avoir écrit la première version de l'article. Oui, alors, j'ai une question maintenant. Et je sais que j'ai écrit un article là, mais dans mes études, il n'y a pas vraiment de normes de comment on met les noms. Parce que par exemple, je sais que on avait mis, il y avait mon nom, mais il y avait le nom de l'enseignant. Je sais qu'il y a des fois, c'est les noms plutôt des professeurs en premier, puis les doctorants après. Comment on fait pour analyser ça? Parce que c'est difficile. Comme il n'y a pas de... à moins que maintenant, ça ait changé, puis il y a une règle, là. Mais à l'époque, moi, il y a 10 ans, il n'y avait pas de règle sur ça. Ça doit compliquer l'analyse, j'imagine. C'est-à-dire qu'ici, ce que l'on a, c'est vraiment une attribution des tâches individuellement pour chacun des auteurs. Donc, je n'ai pas à me fier à l'ordre des auteurs du tout. Tout ce que je sais, c'est que Marlène a contribué, par exemple, à la rédaction, à la méthodologie, puis à l'administration du projet. Vincent, lui, aurait fait la conceptualisation, etc., etc. Donc, j'ai vraiment des liens directs avec les noms, ce qui me permet de faire cette analyse macro sans avoir à me soucier de l'ordre des auteurs. Maintenant, il existe des normes qui dépendent des domaines, mais qui commencent à être la norme, je dirais, dans à peu près tous les domaines de structure de laboratoire. Donc, ça inclut les sciences médicales, puis le génie, la physique, la chimie, où les premiers auteurs
le premier ou les quelques premiers auteurs vont être souvent des étudiants ou des postdocs qui ont mené le travail de recherche. Donc, ils vont avoir fait les manipulations, qui vont avoir peut-être écrit le premier jet de l'article. Donc, c'est les gens de qui c'est le projet. Au sein, maintenant, d'une structure de laboratoire où il y a un chercheur principal, puis peut-être 2, 3 équipes ensemble. Et à la fin, on va avoir les chercheurs, chercheuses principales qui sont profs, puis qui ont financé le projet, puis toute l'équipe. Donc, ce sont des gens qui supervisent le travail de recherche. Et entre tout ça, on a les techniciens, puis les gens qui ont fait des contributions un peu plus mineures. Donc, la structure, je dirais, la plus commune en ce moment, c'est vraiment les 2 extrêmes de la liste des auteurs qui ont une plus grande importance et le milieu qui, lui, contient davantage de contributions plus mineures, de gens moins investis dans le projet. Est-ce que, on a fait pas mal de recherches là, avec Frédéric pour l'exposition, puis justement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de recherches qui avaient été volées, souvent aux femmes. Là. On s'attribue le mérite. Est-ce que ça, c'est encore actuel ou c'est plutôt, on va dire, de vieille génération, plus ce qu'on appelle l'effet Mathilda, là? Exact. L'effet Mathilda, OK, c'est super. Donc, je vais dire 2, 3 mots, Marlène, si tu me permets, sur l'effet Mathilda. L'effet Mathilda, c'est, disons, la partie négative de l'effet Mathieu. L'effet Mathieu, c'est quoi? C'est qu'en gros, plus tu es riche, plus tu vas être riche. Donc, autrement dit, plus tu as de citations, plus il y a de gens qui te connaissent et donc qui vont citer tes travaux, etc. Quand Robert Merton crée l'effet Mathilda, Robert Merton crée l'effet Mathieu, ce qu'il prend comme exemple, c'est les découvertes simultanées. Donc, disons qu'il y a 3, 4 chercheurs qui découvrent un truc en même temps. À qui on va attribuer la paternité de la découverte? Bien, au chercheur le plus connu. Fait que si, mettons, moi et Einstein, on invente de quoi en même temps, bien, c'est Einstein qui va ramasser ça. Alors qu'il y a déjà bien du prestige, moi, j'en aurais besoin un peu. Pour la petite histoire, l'effet Mathieu aurait en fait été découvert par la femme de Merton et non pas par Merton lui-même. Sa femme, qui est une sociologue bien connue, qui s'appelle Harriet Zuckerman, qui est encore en vie. Et donc, l'ironie ici, elle est absolument, bon, on pourrait dire super déprimante. En parallèle avec l'effet Mathieu, il y a ce qu'on appelle l'effet Mathilda, qui a été publié par Margaret Rossiter en 1993, qui, lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que moins tu en as, moins tu vas en avoir. Donc, c'est un peu comme c'est le corollaire de l'effet Mathieu, mais principalement aux femmes. Donc, les femmes ont moins de reconnaissance et par conséquent, ou pas par conséquent, mais en conséquence, on va leur enlever ce qu'elles ont. Donc, les exemples que tu donnes, Marlène, de découvertes qui ont été faites et qui, historiquement, n'ont pas été reconnues, elles sont légion. La plus reconnue, c'est probablement Rosalind Franklin et la structure en double hélice de l'ADN. Mais il y en a beaucoup d'autres. On peut dire maintenant, par contre, que cette structure-là de labo avec les 2 pôles de prestige tend à peut-être réduire la possibilité de ces vols-là. Quand un directeur de thèse accepte une étudiante dans son labo, il y a un contrat implicite que la thèse de l'étudiante doit être comme une série d'articles. Donc, forcément, l'étudiante va devoir publier pour avoir son diplôme, puis c'est implicite qu'elle va être première auteur. Donc, elle va avoir son capital là. Le chercheur principal va avoir son capital d'autre part en étant le dernier auteur. Donc, j'ai l'impression que cette codification-là aide quand même à la situation, effectivement. Puis, c'est quoi là? J'avais un autre point à dire là-dessus, mais je ne m'en souviens plus. Ah oui, dernier point là-dessus. Ça s'illustre aussi par le fait que la place des femmes dans les différents lieux d'auteurs varie beaucoup. Donc, les femmes, en fait, je parlais de 31% globalement. Quand on prend seulement le premier autorat, on est à plus de 40%. Donc, à l'échelle mondiale, on est dans ce qu'on appelle la zone de parité. Il y a plus de 40% de femmes auteurs en première position. En dernière position, c'est 25. Et c'est là où, bon, on dit que les choses devraient s'améliorer, mais ça ne bouge peut-être pas aussi vite que ce qu'on voudrait. Donc, il y a moins de femmes et elles sont dans certaines tâches qui sont perçues par certains comme étant moins importantes, alors que, bon, à mes yeux, c'est le fondement de la science. Mais donc, il y a des enjeux ici du qui fait quoi. La collaboration. Ça, c'est super intéressant parce que ça nous amène à la question de la mobilité. Pour chaque pays dans le monde, il n'y a pas un pays où ce n'est pas ce qu'on observe.
les femmes ont davantage de partenaires de collaboration à l'échelle nationale et les hommes ont davantage de partenaires de collaboration à l'échelle internationale. Là, ça nous ramène donc à la capacité des femmes de pouvoir aller dans des conférences internationales, puis au fait que par ailleurs, on sait très bien que la collaboration internationale, elle est vue comme étant plus importante, comme ayant une valeur plus grande que la collaboration nationale. Donc ça, c'est des résultats qui sont extrêmement forts et qui permettent d'expliquer aussi ce qu'on va voir un peu plus tard en termes de fossé d'impact ou de citations reçues entre les hommes et les femmes. Donc, si les femmes sont moins visibles à l'international, leurs travaux sont potentiellement moins connus et moins susceptibles d'être cités par leurs collègues. Donc, ça, c'est un fossé qui est observé partout, que ce soit les États-Unis en haut, dans le cas du Canada. Dans le cas du Canada, c'est quand même assez substantiel, là. On a une différence, là, il y a à peu près, si je m'aligne comme il faut, là, 37% des articles des hommes qui sont en collaboration internationale, alors que c'est 30% pour les femmes. Puis on voit l'inverse. Bon, une différence un peu plus faible là, dans le cas inverse, mais dans le cas de la collaboration internationale, la différence pour le Canada, elle est substantielle. C'est parmi les plus importantes, en fait, avec celle de l'Australie qui est tout juste à côté. Ce qui m'amène donc à la question de l'impact. On sait que publier, c'est de plus en plus important dans la carrière des chercheurs et des chercheuses. On sait aussi que les taux de citation sont aussi quelque chose qui est observé. Et là, ce qu'il y a sur cette figure-là, en fait, c'est la différence entre, d'une part, l'impact des revues et les taux de citation des articles. L'impact des revues ici peut être interprété comme étant la capacité des chercheurs des différents genres de publier dans les revues les plus prestigieuses. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Bon, vous le voyez sur les différents points, mais aussi sur le petit encadré ici. On va commencer par regarder l'encadré parce que ça va être un peu plus facile à comprendre. En vert, vous avez la différence homme-femme dans les facteurs d'impact normalisés où ils publient. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit qu'il n'y a à peu près pas de différence. On voit que les hommes et les femmes publient dans des facteurs d'impact, dans des revues qui ont des facteurs d'impact, et donc, on peut dire de prestige, à peu près équivalents. Là. On est vraiment à la marge. Ça veut dire que les hommes et les femmes réussissent à passer au travers du même processus d'évaluation par les pairs et avec un succès qui est très similaire. Ce que nous montre la barre en rouge, c'est le taux de citation des articles. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les femmes, dans la même revue, sont moins citées et les hommes sont davantage cités. Et donc, on interprète ça comme étant en partie l'effet Matilda, c'est-à-dire que les femmes réussissent à passer le même seuil de contrôle de qualité, mais au sein de ces revues-là, leurs découvertes ne sont pas considérées de la même façon que celles des hommes. Donc, ce résultat-là, en fait, contrôle d'une certaine façon pour la qualité du travail qui est fait. Parce que la grosse difficulté, si on n'avait pas ce contrôle-là à l'échelle de revue, on aurait pu émettre l'argument que c'est parce que leur travail est moins bon. Mais là, tu ne peux pas dire que leur travail est moins bon parce qu'il a passé la même évaluation par les pairs. Il a réussi à être publié dans la même revue. Mais c'est vraiment au sein de cette revue-là, il y a une différence en termes de la réception de ces travaux-là dans la communauté scientifique. Oui, Marlène? Ah non, c'est ça. Je me demandais si dans justement les comités de révision, si c'est pas paritaire, si c'est pas paritaire, est-ce que ça joue un rôle? Si par exemple dans les comités de révision, il y a genre juste des hommes, j'imagine que. Ça dépend évidemment des domaines, mais il y a un argument, il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu dis, c'est la question de. En fait, tu ne l'as pas dit, mais c'est ce que. En fait, je vais le reformuler peut-être, ouais. Parce qu'on parle beaucoup hommes-femmes, mais j'avais lu aussi que les personnes racisées vont être moins reconnues suivant l'université d'où tu viens. Enfin, il y a énormément de facteurs qui jouent là-dedans, mais je me demandais si justement dans les revues, genre, je ne vais pas le dire en anglais, ça va être horrible, là, en plus on est enregistré, là, mais dans les grandes revues, est-ce qu'ils font attention justement à avoir des comités qui soient, on va dire, qui représentent le monde ou parce que si c'est juste des hommes blancs passés 40 ans,
50 ans même, on s'entend-tu que tu as beaucoup de gains conscients, puis ça va jouer sur ton... Il y a de plus en plus de travail chez les éditeurs et chez les revues elles-mêmes pour avoir parité dans le comité éditorial. Elsevier a décidé de mettre cette information-là sur la page de chaque revue, proportion de femmes dans le comité éditorial. Donc ça, je pense que c'est un premier pas. Maintenant, le comité éditorial, ce n'est pas nécessairement les évaluateurs. Les évaluateurs, c'est un pool de personnes beaucoup plus large que ça. Et en ce moment, c'est tellement difficile de trouver des évaluateurs parce qu'il y a tellement d'articles qui s'écrivent que, bon, les évaluateurs disent de plus en plus non à des demandes d'évaluation. Donc mais pour être honnête, on n'a pas des tonnes de données là-dessus. Ce n'est pas une information qui est super colligée, mais on voit par ailleurs qu'on fait un travail vers la transparence. Ce qui serait extrêmement intéressant ici, puis on ne l'a pas fait, mais je vais me prendre une note, c'est de regarder la différence entre les revues qui ont une évaluation en double aveugle versus les revues qui ont des évaluations en simple aveugle. Et là, j'explique ce que c'est pour tout le monde, c'est que dans l'évaluation par les pairs, parfois, l'identité des auteurs, elle est révélée aux évaluateurs. Donc, les évaluateurs savent qu'ils évaluent le manuscrit de Pierrette ou le manuscrit de Jonathan. Dans certaines autres revues, les auteurs doivent anonymiser leur manuscrit. Et donc là, l'auteur ne sait pas si c'est Jonathan ou Pierrette. Et donc, on peut croire, puis c'est la perception qui en fait, c'est la raison derrière cet anonymat, c'est que ça permet une évaluation plus honnête du manuscrit. C'est vrai du point de vue du genre, mais c'est vrai du point de vue de plein d'autres marqueurs de prestige. Donc, par exemple, un manuscrit qui vient d'auteur de l'Université de Harvard va être perçu différemment de si ça provient de l'Université du Québec à Montréal ou bon, d'une autre institution qui est considérée comme étant moins prestigieuse. Mais donc, de voir comment tout ça évoluerait à la lumière de ces critères-là serait extrêmement intéressant. Mais toujours est-il que ce résultat-là nous tend à montrer un certain biais dans la réception des travaux. Donc, au sein des revues de même qualité, les travaux des femmes sont moins cités. Question de la mobilité, puis bon, on achève le panorama. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit des différences de genre extrêmement importantes et qui sont un peu le reflet à l'inverse, en fait, de ce qu'on voyait en termes de participation des femmes. Donc, un pays comme le Japon, par exemple, a davantage de mobilité à l'extérieur du pays pour les femmes. Donc, les femmes sont plus susceptibles de quitter le pays pour faire leur carrière en recherche à l'extérieur. Pourquoi? Bien, parce que le milieu est moins accueillant pour elles. À l'opposé, on a le Canada, les États-Unis, puis la grande majorité de l'Europe, où on est un peu plus proche de la zone de parité. Donc, les femmes se promènent davantage, mais pas tant parce que leur milieu n'est pas hospitalier. Donc, il y a différentes raisons qui peuvent expliquer la question de la mobilité internationale des chercheurs et des chercheuses. Maintenant, l'autre type de mobilité que je trouve extrêmement intéressant, c'est la question de la mobilité par domaine, mais surtout du fait, puis vous allez comprendre pourquoi j'ai inclus attrition dans la mobilité. En fait, c'est le fait que les gens quittent la discipline. Donc ici, ce qu'on a, c'est pour une sélection de disciplines qui sont intéressantes, la proportion d'hommes et de femmes qui arrêtent de publier après les années. Donc, autrement dit, ce qu'on a ici, c'est toute une cohorte, tous les gens qui ont écrit leur premier article en 2008, quelle proportion il reste après un certain nombre d'années. Donc, on voit que déjà à l'année suivante, il en reste 17% sur ceux qui étaient actifs avant. Puis, on voit bon, qu'il y a plus de femmes qui quittent en génie que d'hommes. Mais la différence, elle n'est pas immense. Les domaines où la différence elle est plus importante, c'est en mathématiques et en physique, où les femmes sont beaucoup plus susceptibles de quitter le monde de la recherche, tel que mesuré ici par la publication. Ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est qu'il y a une proportion de femmes, par contre, plus importante en génie qui s'en va dans une autre discipline. Donc, autrement dit, vous voyez ici en orange avec le pointillé, là, qu'il y a une proportion qui demeure active en sciences, mais qui quitte le génie pour aller travailler dans d'autres domaines, entre autres dans des domaines liés à la biologie, aux sciences de la santé, des domaines où il y a une proportion de femmes un peu plus importante. Et on voit la même chose en physique, mais à un niveau moindre. Donc, les femmes qui quittent la physique quittent point dans une proportion beaucoup plus importante que les hommes.
je passe un peu plus vite parce que le temps file. Il y a des domaines où les femmes restent un peu plus longtemps, mais c'est seulement visible dans les quelques premières années de la carrière et ensuite, le taux d'attrition homme-femme devient à peu près le même. Bon, ce qui m'amène à la question de la pandémie spécifiquement, puis la question de la parentalité qui est un effet important dans ce qu'on observe en ce moment. Donc, on a fait un gros sondage en 2018 sur c'est quoi être parent. Donc, ce qu'on se disait, c'est que les facteurs que l'on voit à l'échelle macro, les différences de genre, sont probablement, extrêmement expliqués par le fait d'être parent, mais surtout par un facteur spécifique qui est celui d'être le parent principal. Parce que, bon, ce qu'on voyait dans la littérature, c'est que les études sociologiques des années 80-90 montraient que d'avoir 2 enfants pour un homme, c'était associé à une augmentation de la productivité. Pourquoi? Bien parce qu'il y a des enfants, il est sérieux, etc. Alors que d'avoir 2 enfants pour une femme, c'est associé à une baisse de la productivité. Donc, la question, c'est pas tant d'avoir des enfants. La question, c'est sur les épaules de qui leur responsabilité se trouve-t-elle à être. Donc, un gros sondage, on a eu presque 17 700 répondants. Évidemment, on a enlevé des cas incomplets, des répondants sans enfants. Puis bon, dans notre analyse ici, ce qui nous intéressait vraiment, c'est la question homme-femme. Donc, tous les gens qui avaient un genre non déclaré, non binaire, etc. On en a eu quelques-uns, à peu près 5-6 dans l'enquête, mais il n'y avait rien qui nous permettait de faire des statistiques sur tout ça. Et donc, tout ça a été enlevé. Ce qui nous a donné 10 426 répondants. Et là, on avait toutes leurs publications et toutes leurs citations, ce qui permettait vraiment d'aller voir qu'est-ce qui affecte la participation aux activités de recherche à une échelle, en fait, immense. Il n'y avait pas eu de sondage aussi gros avant. Bon, premier résultat extrêmement intéressant, et là, il y a nos 3 concepts. C'est quoi les types de parents? Là, je vais faire une mini parenthèse. Vous voyez cette figure-là, la colonne femme, elle est plus large que la colonne homme. C'est simplement pour illustrer qu'on a envoyé notre sondage à tous les gens qui avaient écrit des articles, mais on sait que les femmes représentent 31% des gens qui ont écrit des articles, mais représentaient 55% de nos répondants. Donc, qui ont été interpellés par notre sondage? Bien, c'est des femmes. Même si on aurait dû en attraper moins, toutes choses étant égales par ailleurs. Bref, on leur a demandé, en fonction de plein de questions, en fait, on leur a demandé plein de questions, ce qui nous a permis de les classer selon 3 types d'entente de parents. Donc, est-ce que vous êtes le parent principal? Donc, le répondant va être la personne qui est principalement responsable des enfants. Est-ce que vous êtes le parent en équipe? Donc, vous et votre femme avez un partage égal des différentes tâches? Ou est-ce que vous êtes le parent satellite, c'est-à-dire que vous êtes le répondant et c'est votre partenaire qui est le parent principal? Vous vous en doutez probablement, mais quand on leur demandait quand on demandait aux hommes s'ils étaient parents principal et qu'on comparait le statut de parent principal aux différentes tâches qui sont faites, là, on va voir tantôt, on voyait que les hommes se déclaraient parent principal avec un nombre de tâches beaucoup plus faible que les femmes. Donc, par exemple, on demande à Vincent, es-tu parent principal? Je dis, oui, je suis parent principal. Puis là, maintenant, dans la question, qui fait les repas? Ah, c'est ma blonde. Qui s'occupe des enfants? Ah, c'est ma blonde, etc. Mais je dis que je suis parent principal. Donc, bref, c'était assez intéressant de voir la différence entre la perception et la réalité. Bref, on a ces 3 catégories-là. Puis là, notre question, c'est de voir, disons que c'est un homme qui est le parent principal, est-ce qu'il va avoir les mêmes effets qu'une femme? Donc, c'était vraiment d'aller voir au-delà du genre la question des enfants. Premier résultat global, le temps avec les enfants. Là, bon, on voit encore là, il n'y a pas photo. Donc, les jours de la semaine, les soirées de la semaine, les fins de semaine, etc. Donc, en gros, on voit qu'à peu près à tous les moments, les femmes s'occupent davantage des enfants que les hommes. On avait ensuite une série de différentes tâches. Donc, les tâches sociales, les trucs liés au transport, les trucs liés à la soirée, aux activités de soirée. Donc, qui lit les histoires aux enfants, qui s'occupe de transporter les enfants pour
pour leur cours de natation, etc. Bref, il y avait une seule activité. Donc, vous voyez ici, là, les femmes toujours plus, sauf une seule activité ici qui est la question 18.5, la fameuse question 18.5 que les hommes font plus que les femmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de cette activité sociale-là? Des barbecues, des activités extérieures. Le sport, Ah, t'es pas loin, t'es pas loin. Je pense qu'on ne l'avait pas posé, celle-là. les activités sportives. C'est les activités sportives. La question, c'est l'entraînement soit être coach de l'équipe, soit participer aux activités sportives des enfants. C'est le seul endroit où les hommes en faisaient davantage. Donc, je vois qu'il y a certaines mères autour de l'écran qui ont visé juste. Donc, c'était le seul endroit où les femmes en faisaient plus que les hommes. Oups! Ah, ça, c'est pas bon. C'est ma traduction. Bon, attendez, donnez-moi une seconde, je vais l'effacer parce que ça va être illisible sinon. Un mauvais copier-coller. Et par curiosité, Oui. donc vous faites ça, est-ce que vous avez demandé si dans ceux qui, donc c'est des chercheurs ou des professeurs là, à qui vous avez posé des questions, est-ce que leur conjoint ou leur conjointe était dans le même domaine? C'est là où, écoute, ton timing est parfait, Marlène. Là, les données qu'on avait globalement, c'est pour tout le monde. Là, c'est le sous-ensemble des couples académiques. Et ça, c'est super intéressant. On a eu quelques centaines de mémoires, à peu près 500 couples académiques dans notre échantillon. Ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est la question de l'asymétrie homme-femme dans les couples académiques. Donc, les femmes étaient beaucoup plus susceptibles d'avoir un partenaire qui est un autre académique que les hommes, qui étaient beaucoup moins susceptibles d'avoir comme partenaire une autre professeure ou chercheuse universitaire. Bref, ce que vous avez ici… Excusez-moi, juste pour… Oui. C'était forcément des couples hommes-femmes? Ça pouvait être deux hommes ou Oui. deux femmes? Ah, si. C'est une bonne question. C'est une bonne question, en fait. Dans ce cas-ci, si c'est male-female, c'était forcément homme-femme. Ouais. Donc, mon partenaire prend en compte la majorité du child care pour que je puisse m'occuper de ma carrière. Et ça, en fait, c'est le niveau d'agrément. Donc, on voit que les femmes sont beaucoup plus susceptibles de dire non et les hommes sont beaucoup plus susceptibles de dire oui. Donc, on voit un inversement des courbes au milieu là, qui est en fonction du niveau de l'accord. Puis à l'opposé, donc c'est la même question, mais à l'envers, je prends la majeure partie du child care pour que mon partenaire s'occupe de sa carrière. Les hommes sont beaucoup plus susceptibles de dire non, puis les femmes sont beaucoup plus susceptibles de dire oui. Donc, même au sein des couples académiques, il y a une asymétrie ici dans on pourrait dire, le niveau de sacrifice. Évidemment, la relation avec la production savante, donc la question de voir, et là, c'est super intéressant parce qu'en fait, là, quand les parents sont lead, il y a un effet. Que ce soit un homme ou une femme, dans les deux cas, il va avoir un effet sur la production savante. Donc, la question du genre est importante, mais c'est la question de qui s'occupe des enfants. Si c'est un homme, il va avoir forcément un effet. Maintenant, ce qui était quand même pas mal frappant, c'est que dans le cas des parents satellites hommes-femmes, les femmes demeurent affectées d'une façon plus importante que les hommes. Donc, autrement dit, si un homme et une femme sont parents principaux, les effets négatifs sont clairs. S'ils sont parents satellites, les hommes ont beaucoup moins d'effets que les femmes. Évidemment, ça rejoint probablement certaines situations que vous connaissez, mais là, on a des données très fortes sur ce qui se passe. Donc, quelques prédicteurs d'impact scientifique, puis ensuite, on passe à la question tout ça et la pandémie. Donc, prédicteur de l'impact, le genre homme, on prend un court congé de paternité, la gestion des activités, elle est faite par le parent principal. Maintenant, évidemment, on a beaucoup de répondants américains, donc il ne faut pas être religieux, il ne faut pas célébrer les fêtes, puis il faut voyager le plus possible. Hein? Plus on voyage, c'est lié un peu à la mobilité dont on parlait tout à l'heure, plus l'impact il est élevé.
À l'opposé, avoir 2 enfants, prendre un long congé de maternité, être soit parent principal ou parent égal, aider les enfants avec les activités extérieures, puis s'occuper en fait de tous les déplacements des repas, du dodo, des histoires, etc. Donc ça nous montre donc d'une part que le genre est crucial, mais que la question des responsabilités l'est encore plus. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a un type de responsabilité qui est associé à un genre plus qu'un autre, ce qui explique les tendances que l'on voit à l'échelle macro. Je voudrais quand même rester plus positive, mais parce que je suppose qu'il y a des étudiants qui sont là, des futures étudiantes et étudiants. Il y a plusieurs conférences maintenant ou des universités qui mettent en place du budget pour avoir du gardiennage, par exemple, quand un des parents s'en va en conférence. Fait que, il y a des pistes de solutions pour contrer ces effets-là. Là. Je ne voudrais pas que vous soyez super difficile. C'est dit, je ne vais pas me diriger là-dedans, là, mais... Merci Marlène. Puis c'est pour ça que j'ai commencé en disant que c'est des données qui ne sont pas faciles. Mais il faut être conscient de l'écosystème. Puis il faut comprendre qu'aussi en ce moment, malgré la pandémie, il y a une prise en compte de ces questions-là qui est de plus en plus grande de la part des universités, de la part de différents niveaux de gouvernement, pour justement faire en sorte qu'on rende ces effets-là les plus petits possibles. On a pris conscience qu'on ne peut pas se passer de la moitié de notre communauté scientifique. Hein? On a besoin de tout le monde qui veut faire de la science et on doit réduire les barrières à la participation d'une façon la plus importante possible. Ce qui m'amène aux effets de la COVID. La première série de résultats qu'on va regarder, ça nous vient d'un de mes collègues à l'université Northwestern en banlieue de Chicago, qui a fait un sondage extrêmement, en fait, avec beaucoup de répondants sur les effets globaux de tout ça. Donc, qu'est-ce que vous faisiez comme activité avant et qu'est-ce que vous faites maintenant? Premier résultat ici dans le panel A, le nombre d'heures travaillées dans la semaine. Donc, avant la COVID en bleu, puis pendant la COVID en rose. On voit globalement une baisse assez marquée là, du nombre d'heures travaillées par semaine. Quand même assez substantiel. Et qu'est-ce qui est affecté le plus? Bien, c'est le temps de recherche, vraiment. Donc, on voit la baisse de temps là, en pourcentage. Là. Très peu de gens qui en font plus. Une majorité de gens pour lesquels il y en a pas mal moins. La recherche de financement, elle est quand même un peu stable dans la mesure où souvent, la recherche de financement, comme chercheur, on peut pas l'arrêter parce que les concours continuent, puis cet aspect-là de la vie académique continue, puis on peut difficilement la couper. L'enseignement a pris plus d'importance légèrement. Pour ceux d'entre vous là, qui ont enseigné, et surtout dans les premiers mois de la pandémie, là, de faire le passage des cours en présentiel aux cours en Zoom, là, ça a pris un temps fou à pas mal de monde. Puis bon, toutes les autres tâches qui sont plutôt stables. Mais vraiment, c'est le déclin de recherche. Mais le déclin de recherche qui est super intéressant, c'est qu'il n'a pas affecté les différents domaines de la même façon. Donc, par exemple, si vous étiez, regardez la colonne de gauche, là, si vous étiez en biochimie, en chimie, dans des domaines où vous avez besoin d'accéder au laboratoire, bien forcément, le temps de recherche a diminué de façon substantielle. Si vous étiez dans un domaine, donc par exemple, si vous deviez aller faire un travail de terrain en Amérique du Sud, donc si votre terrain était à l'étranger, bien là, vous oubliez ça, cet élément-là disparaît. En sciences d'éducation, donc, qui est le domaine des sciences sociales le plus affecté, où on a souvent des travaux à aller faire avec des enfants, des travaux peut-être un peu plus qualitatifs, on a un effet qui est substantiel. À l'opposé du spectre, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a des domaines où le rapport au réel, le travail empirique est souvent basé sur des données déjà existantes. Donc, l'extrême, c'est maths statistiques. Vous n'avez pas nécessairement de travail de terrain à faire. Il y a un gros travail théorique qui est fait. Donc, la pandémie, elle change quoi? Bien, elle change beaucoup moins en termes de votre temps de recherche parce que vous êtes capable de faire votre travail à partir de la maison. C'est vrai de ces domaines-là. C'est vrai dans mon domaine des sciences de l'information où tant que mes serveurs fonctionnent, peu importe où ils sont dans le monde, je peux faire mon travail de la maison. Informatique, c'est la même chose. Économie, c'est la même chose. Évidemment, en physique,
on a la distinction entre la physique où on a besoin de gros équipements, puis la physique qui est peut-être un peu plus théorique. Sans surprise, l'astronomie a été davantage affectée que la physique en général, compte tenu des observatoires et tout ça. Donc, on voit que ça a affecté différents domaines. Ce qu'il faut voir, c'est que la place des femmes dans les différents domaines, ben, elle varie. Donc, il y a pas mal, les domaines en bas qui ne sont presque pas affectés, si vous vous souvenez des figures que j'ai présentées tantôt, ben, c'est les domaines où la proportion de femmes est la plus faible. Donc, les domaines principalement masculins ont été moins affectés que les domaines de la médecine, que les domaines de l'éducation qui sont beaucoup plus féminisés. Donc, il y a eu une iniquité qui n'a pas rapport avec l'importance des enfants et des responsabilités familiales, mais qui a rapport avec la nature même du travail. Si votre travail de doc, c'était d'aller faire des entrevues qualitatives avec des enfants, qui est un domaine où il y a plus de femmes, bien forcément, ça va affecter votre travail bien davantage que si vous travaillez en maths ou en physique. Maintenant, dans la colonne du milieu, on a une série de variables socio-démographiques où on voit, bon, les lieux, les effets les plus importants. En général, on a des enfants en bas âge. On voit clairement là, une relation. Moins l'enfant est jeune, donc plus l'enfant est vieux, puis moins l'effet est important. Puis enfin, bon, la question des femmes, là, on voit que le fait d'être une femme, en général, là, est davantage, les femmes ont été davantage affectées. Donc, on a ici, ce sondage-là, il est assez exceptionnel parce qu'il nous permet, en fait, de faire des différences, de montrer des différences entre les différents domaines, puis de montrer les différents effets des âges des enfants, puis bon, des personnes qui sont dépendantes de nous, pour le dire comme ça. Donc ça, c'est, à mon sens, le sondage le plus complet sur la question. Avec Cassidy et puis Philippe Vincent Lamarre, on a fait un autre outil qui nous a donné des résultats similaires, en fait, à partir des prépublications. Donc, on a vu avec le début de la pandémie une croissance des prépublications. Et là, la beauté de ces prépublications-là, c'est que ça nous donnait un peu l'état de la situation en temps réel. Parce que, bon, on sait que ça prend des fois des mois, voire des années avant qu'un article soit publié. Ce que ça nous permettait de faire avec ce jeu de données-là, c'était vraiment de voir à chaque jour quelle était l'évolution de la proportion de femmes dans les différentes découvertes qui étaient soumises sur les serveurs de prépublication. Et qu'est-ce qu'on voyait? Donc, assez rapidement, un déclin, principalement dans le domaine médical, donc le domaine qui était le plus touché par la COVID, là, de la proportion de femmes comme étant premier auteur. Donc, on a créé un petit outil qui permettait d'aller monitorer ça en temps réel. Donc, vous avez ici, pour MedArchive plus spécifiquement, là, en fait, dès le mois de mars, un déclin assez majeur. Et là, bon, un rattrapage qui se fait pendant l'été. Puis là, on voit depuis ce temps-là, en fait, il semble y avoir eu un rattrapage. On semble avoir retrouvé les niveaux d'avant la pandémie en termes de participation de femmes sur les publications là, soumises à MedArchive. Maintenant, il faut continuer à monitorer. C'était un peu ça le but là, avec la création de ce petit outil-là, là, d'être capable de voir comment ça bouge. La limite de cet outil-là, il faut en être bien honnête, c'est que c'est seulement les prépublications. Et donc, il y a seulement un sous-ensemble de la communauté scientifique qui va soumettre ces documents de cette façon-là. C'est très présent en physique, puis en maths, puis en chimie, mais beaucoup moins dans certains autres domaines. On voit à peu près une situation analogue là, sur les autres plateformes. Maintenant, le gros enjeu, c'est que les volumes sont plutôt faibles, donc tout ça oscille quand même pas mal. Donc, je passe rapidement là-dessus. Autre élément qui est extrêmement important, c'est la question, puis bon, c'est lié à tout ce dont on a parlé, de qui travaille sur les enjeux liés à la COVID. Quand tout ça apparaît sur le radar en février, disons, pour à peu près tout le monde, dire, OK, ça va être sérieux, qui est susceptible d'aller changer complètement ses objets de recherche puis commencer à travailler là-dessus? C'est surtout des hommes. Donc, autrement dit,
la COVID, il n'y a personne qui travaille là-dessus avant donc, le début de 2020. Et donc, tout le monde qui apparaît là-dessus a laissé tomber d'une certaine façon les travaux antérieurs lesquels faisaient. Ce qu'on voit, c'est que pour chacune des plateformes, là, que ce soit MedArchive, que ce soit en psycho, que ce soit en sociologie, dans tous les domaines, il y a beaucoup plus de femmes dans les preprints qui n'ont pas rapport à la COVID que dans ceux qui ont rapport à la COVID. Donc, qui était capable de laisser tomber ce qu'il faisait, ou d'ajouter des nouveaux projets à leur liste de projets, ben, c'est les hommes, parce que justement, à cause de tout ça dont on a parlé, du poids des autres responsabilités, ben, qui est moins important sur leurs épaules que pour les femmes. Donc, les effets de la COVID, à peu près toutes les données nous montrent que ça a affecté les jeunes chercheurs d'une façon disproportionnée. Et c'est évidemment ceux et celles qui ont une moins grande sécurité d'emploi, mais c'est aussi un moment crucial de la carrière. Donc, quand on est en début de carrière, c'est les moments où on doit publier, c'est les moments où on doit montrer notre dossier de façon à se trouver un poste vers une certaine permanence. Et donc, en général, il y a un consensus là, chez les organismes subventionnaires qu'il faut absolument soutenir les chercheurs en début de carrière. Et là, on voit que c'est ceux et celles qui sont les plus affectés. C'est des années qui peuvent être difficiles à rattraper. Donc, il va vraiment falloir s'assurer qu'on est capable de les soutenir et de rattraper ces gens-là qui vont s'assurer que ces gens-là ne quittent pas la communauté scientifique à cause de la situation en ce moment qui est plutôt difficile. Puis, comme je le disais tantôt, ça a affecté certains domaines plus que d'autres. Donc, le travail de labo versus le travail où on n'a pas physiquement à être à un endroit. Puis, il y a un fossé de genre dans le fait d'être dans un domaine où on fait un travail de labo versus un travail qui n'est pas associé à un endroit spécifiquement. Je vais mentionner quelques trucs sur qui sont, on pourrait dire, un peu plus positifs liés à la COVID. Puis on les a mentionnés tout à l'heure. Il y a réellement, quand on ramène ça à la mobilité, on dit, bon, les femmes, c'est un peu plus difficile d'aller dans les conférences internationales globalement. Bien, si on garde certains des aspects actuels d'une internationalisation via des plateformes comme aujourd'hui, bien, ça pourrait contribuer à la réduction du fossé de genre et au fossé de participation dans ces activités-là. Donc, il faut absolument s'assurer collectivement que l'on conserve certains des bons aspects. Le deuxième élément, c'est la question de la sensibilisation à tous ces enjeux-là. Moi, ça fait à peu près une décennie là, que je travaille sur les enjeux de diversité en sciences. Dès mars, là, quand il y a eu la fermeture des écoles, très, très, très rapidement, il y a eu une prise en compte chez les universités, chez les décideurs publics, qu'il fallait s'assurer de ne pas suraffecter les femmes. Donc, tout de suite, on était conscient qu'on aurait des choses à mettre en place. Donc, je suis optimiste quant à la mise en place de politiques post-pandémie qui vont assurer, si vous voulez, une certaine mitigation, si vous voulez, des effets. Et le fait que la grosse baisse qu'on a vue en mars là, et avril de la proportion de femmes dans les articles semble s'être améliorée à partir de l'été dernier, me rend quand même optimiste quant aux effets à long terme, à tout le moins, de tout ça. Je ne peux pas ne pas parler d'autres effets importants de la COVID qui sont liés aux femmes, mais qui sont un peu moins centraux. Et le premier, c'est tout ce qui est la valorisation ou revalorisation de la recherche nationale. Il y a une littérature extrêmement abondante qui montre que les femmes sont plus susceptibles de s'intéresser à des enjeux pragmatiques liés au lieu où ils habitent ou aux sociétés dans lesquelles elles évoluent. Donc, les femmes sont beaucoup plus actives en éducation, sont beaucoup plus actives en travail social, sont beaucoup plus actives en santé, alors que les hommes sont plus actifs dans des domaines plus abstraits comme la chimie, les maths, la physique, etc. Ce que la COVID a montré, c'est que c'est important de travailler sur des enjeux nationaux et de publier dans des langues nationales. Et j'ose espérer qu'un des effets de tout ça, ça va être de valoriser davantage les domaines où il y a plus de femmes. L'autre élément, c'est qu'il y a un changement des incitatifs, on pourrait dire un peu macho, bibliométrique. Il faut publier, il faut être cité. De plus en plus de pays semblent montrer que, bon, c'est un peu problématique de tout baser notre système de reconnaissance sur ces éléments-là. On l'a vu tantôt qu'il y a des fossés de genre, qu'il y a des biais qui existent
en termes de citation. Et donc, si on change ces incitatifs-là, bien, ça va permettre une plus grande reconnaissance, en fait, du travail qui est fait par les femmes. Puis bon, je passe rapidement là-dessus pour conclure parce que bon, le temps file. Quel facteur affecte le fossé? Bon, puis là, j'arrive à la conclusion. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs fossés. Il y a des fossés de participation, il y a des fossés de reconnaissance. En travaillant sur les fossés de reconnaissance, on peut régler beaucoup de choses. On sait qu'il y a des fossés en termes de financement de la recherche qui permettent d'expliquer certains aspects de production scientifique. Donc, il y a un travail qui peut être fait à l'échelle des universités pour s'assurer que les femmes ne demandent pas moins d'argent qu'elles ne le devraient. Donc, on sait que dans l'ensemble, les femmes sont un peu moins financées que les hommes. Ce n'est pas parce que leur taux de succès est moins important, c'est parce qu'elles demandent moins d'argent. Il faut s'assurer qu'on aille chercher des montants équivalents dans chacun des genres. Puis bon, je l'ai mentionné, les responsabilités familiales sont cruciales et particulièrement en contexte de pandémie. Les types d'organisation. Donc là, j'essaie de voir avec vous là, quels sont les facteurs sur lesquels on peut travailler. On voit vraiment que les universités ont des avantages dans certains domaines que le milieu industriel. Donc, il faut aller voir ce qu'on fait de bon dans les universités qui rend les femmes un peu plus confortables à innover dans les aspects de brevet. Il faut mettre en place des politiques liées à la collaboration et à la mobilité. Le numérique et la pandémie peut rendre ça un peu plus facile. On sait que c'est plus facile de collaborer aujourd'hui à l'international que ce l'était il y a 10 ans parce qu'on peut collaborer sans avoir à se déplacer. Il faut s'assurer qu'on mette ça en place, qu'on consolide tout ça. Il y a un autre élément que je n'ai pas mentionné spécifiquement, mais qui est toute la question des responsabilités administratives. On voit dans les universités que les femmes sont plus susceptibles d'avoir plus de responsabilités administratives, puis moins de responsabilités liées à, on pourrait dire, aux équipes de recherche à proprement parler. Il va falloir trouver une façon de rééquilibrer tout ça parce que, bon, ce à quoi on donne la valeur, surtout, c'est de la recherche. Les biais, je les ai mentionnés. Puis je vais conclure rapidement, en fait, sur 2 hypothèses qui sont quand même mentionnées souvent. C'est que les femmes seraient, c'est les travaux de ma collègue sociologue Erin Leahy en Arizona qui montrent qu'en gros, les femmes ont un spectre d'objets d'études auxquels ils s'intéressent qui est plus large que les hommes. Donc, les hommes auraient une expertise plus spécifique et la creuseraient en profondeur, alors que les femmes s'intéresseraient davantage à plein de choses et ça aurait des effets sur la perception de leur contribution. Puis enfin, bon, l'interdisciplinarité qui serait, selon certaines études, plus grande chez les femmes. Je vais conclure en fait en mentionnant quelques pistes de solutions qui ont été faites à l'échelle internationale pour éliminer certains de ces fossés-là. Puis bon, on peut discuter parce que bon, c'est pas toujours simple de mettre en place des politiques comme ça. Bon, la première, c'est la question des quotas. Et ça, c'est discuté depuis longtemps. Les chaires de recherche du Canada ont mis en place des quotas il y a 3-4 ans. Donc, les universités ont dû remplir une certaine proportion de chaires. En fait, ont dû rendre disponibles seulement qu'à des femmes certaines chaires. Donc, autrement dit, les chaires de recherche du Canada, on a remarqué depuis leur création il y a 20 ans qu'il y avait une minorité de femmes à peu près à tous les niveaux. Et là, le gouvernement fédéral a dit, bien là, vous n'avez pas le choix, il doit y avoir, s'il y a 45 de femmes dans ce domaine-là, il doit y avoir 45 de chaires de recherche du Canada. Et si, en tant qu'université, vous ne respectez pas ça, bien, il va y avoir des restrictions sur votre financement. D'une façon analogue, l'Académie royale des sciences de Hollande a nommé pendant quelques années juste des femmes. Donc, les concours là, de genre 2015, 2016, 2017, 2018, c'était juste des femmes qui étaient nommées. Puis là, bon, certaines personnes ont dit, ben, c'est pas juste, c'est juste des femmes, mais bon, il faut voir qu'au cours des 200 dernières années d'avant, ça a été juste des hommes. Donc, c'est une façon d'un peu rééquilibrer les inéquités qui ont existé un peu avant. Puis bon, les 2 derniers points qui sont davantage liés au salaire. Le premier, c'est bon, évidemment, la transparence des salaires. Ce que l'on sait, c'est que les lieux où les salaires sont connus de tous, les données sont beaucoup plus égalitaires, donc les femmes ne gagnent pas moins que les hommes.
Et enfin, le dernier point, c'est d'avoir un double aveugle mur à mur dans toutes les évaluations pour s'assurer qu'il n'y ait pas de biais liés à la perception. Et je vais conclure, là, ça fait 8 fois que je dis ça, mais là, je conclue pour vrai une petite anecdote dans le domaine de la musique. Historiquement, les taux de succès des hommes aux entrevues en musique, donc disons que vous voulez vous inscrire dans un programme de performance sur un instrument donné, historiquement, ce n'était pas en double aveugle. Et là, bon, les hommes étaient plus susceptibles d'être acceptés. À un moment donné, on a dit, OK, on va faire jouer les gens derrière un rideau pour pas qu'on sache si c'est un homme ou une femme. Il y avait encore des biais. Pourquoi? Parce qu'on reconnaissait le son des souliers qui était différent chez les hommes et les femmes. Finalement, on a enlevé à peu près toutes les sources d'informations possibles. Et là, ce qu'on observe dans ces domaines-là, c'est qu'on est à parité. Quand on n'écoute que le son, bien, il n'y a pas de différence de genre dans la proportion d'hommes ou de femmes qui sont acceptés dans ces programmes-là. Donc, bref, d'avoir un double aveugle mur à mur, ça semble réduire les biais. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention et au plaisir de répondre et de discuter de tout ça avec vous. Bien, merci beaucoup. C'était vraiment, je pense que je parle pour tout le monde, c'était vraiment éclairant. Oui, des fois difficile de voir des données comme ça, mais en même temps nécessaire. Puis je pense que, justement, on l'a vu avec les témoignages qui ont été partagés dans les 2 événements précédents qu'on a fait, dans la recherche qu'on fait pour l'exposition, c'est clair que tout ça fait partie d'un tout, puis que le changement, en fait, si on veut arriver à un changement, il faut partir vraiment de la base, puis ça passe dans l'éducation. Donc, c'est intéressant. Je vois dans le public aujourd'hui, on avait plusieurs personnes de divers rôles là, dans le système d'éducation universitaire, des étudiantes, tout ça. Donc, je pense que c'est important que tout le monde soit sensibilisé à ça. Merci d'avoir répondu à beaucoup de mes questions. Merci pour ta participation. C'est toujours le fun quand il y a des questions comme ça pendant. Oui, Laura. Oui, il y a une question. Non, vas-y. OK. Oui, merci d'abord. C'était vraiment super intéressant d'avoir des chiffres qui viennent appuyer les ressentis puis tout ça. Moi, j'avais une question un peu peut-être, je sais pas, étonnante, mais notamment quand vous récupérez toutes les données là, des prépublications, etc., comment vous faites pour déterminer le genre de la personne? OK, c'est une super bonne question. On se sert on appelle ça des heuristiques, en fonction du prénom et des noms de famille des gens. Donc, autrement dit, c'est imparfait, mais ça nous donne en fait un taux de précision d'à peu près 95% en fonction du prénom. Donc, il y a des algorithmes indépendamment de la nationalité, ou est-ce que exactement. OK. Mais c'est ça dépend des pays. Donc, l'algorithme qu'on a développé, par exemple, pour la Chine, c'est très difficile. Donc, en Chine, on a une proportion beaucoup plus faible des auteurs pour lesquels on est capable d'avoir une précision importante. Donc, il y a des gens qui sont exclus. Maintenant, pour les noms d'origine, pour le Canada, les noms français, les noms anglophones, les noms d'Amérique du Sud, les noms italiens, etc. Donc, notre liste, elle est par pays ou par famille de noms. Donc, par exemple, le nom Andrea, en Italie, c'est un homme, mais en Allemagne, c'est une femme. Et donc, on a tout ça. C'est pas parfait, mais ça fonctionne globalement bien. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce qui nous intéresse ici, c'est pas chaque individu, c'est la vue macro. Et donc, ce qu'on veut voir, c'est y en a-tu plus par là ou y en a-tu moins par là? Et pour ce travail-là, ça fonctionne très bien. Mais vous avez vu que tout ce que je vous ai présenté vraiment à l'échelle macro, notre but, c'est pas de pointer des individus, jamais. C'est vraiment, on pourrait dire que c'est une approche plutôt de style thermodynamique, là, où je veux voir ce qui se passe. Y a-t-il plus de molécules par là, mais le comportement spécifique de chaque molécule, ça ne m'intéresse pas. C'est le truc global qui est intéressant. Puis le dernier point que je veux dire là-dessus rapidement, c'est que dans certaines nations, on peut aussi l'estimer avec le nom de famille. Donc, par exemple, pour les noms russes, puis bon, dans ukrainien, slave, le nom de famille souvent est marqueur d'un genre. Donc, par exemple, si vous êtes une femme, votre nom de famille, ça va être Kovaleva, puis votre mari, ça va être Kovalev, pour ceux qui se souviennent des joueurs des Canadiens.
Il y a une question dans le chat. Je pense qu'Enora voulait compléter, par contre, si je peux me permettre. Ah non, c'est bon, merci. C'est juste, oui. C'est juste, je me posais la question parce que moi, je suis doctorante, fait que je travaille avec des publications, beaucoup qui viennent d'Asie, en fait. Puis, je me suis rendu compte d'un biais que j'ai, moi, ce que j'assume tout le temps que c'est des hommes, là. Mais c'est triste, là, mais puis c'est ça, c'était intéressant que tu confirmes qu'en fonction des pays, ça pouvait être plus ou moins efficace, là, mais oui. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet aussi, puis bon, on travaille un peu là-dessus à temps perdu, d'avoir ce qu'on appelle en sciences sociales une expérience naturelle. Donc, les noms qui sont pas genrés. Donc, par exemple, au Québec, si vous vous appelez Claude, on ne sait pas si vous êtes un homme ou une femme. Ou Dominique Cura, on ne sait pas si vous êtes un homme ou une femme. Donc, en analysant les noms très masculinisés, les noms très féminisés, puis les noms neutres, ça nous permet d'avoir un peu un groupe contrôle pour voir les tendances de perception. Donc, il y a plein de trucs qu'on peut faire, mais il ne faut jamais appliquer ça aux individus. Le but, c'est vraiment de regarder macro ce que ça veut. Il y a 2 questions dans le chat. Il y a Agathe qui avait posé la question avant Marc-Kévin, mais Marc-Kévin, on en aura une après. Elle demande la redéfinition de l'excellence dont on entend beaucoup parler en ce moment pourrait être une solution également. Totalement. Notamment Totalement, en fait. Il y a plein de... Ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on considère comme excellent va changer les incitatifs et va changer les comportements des chercheurs. Si historiquement, ce qu'on considère comme excellent, c'est de publier dans Nature, bien là, ça amène un comportement qu'il faut qu'on ait des résultats formidables, il faut qu'on survende nos résultats, ça explique en grande partie les cas de fraude, etc. Publier dans Nature, ça ne veut pas dire améliorer souvent la vie des gens sur le terrain, ça ne veut pas nécessairement dire régler les problèmes techniques, technologiques, etc. Et donc, en redéfinissant l'excellence vers quelque chose qui est beaucoup plus près du bien commun ou du bien collectif, effectivement, à mon avis, on est capable d'éliminer une partie du fossé. Marc-Kévin? Oui, merci pour la présentation. Je me demandais s'il y avait des études sur des alternatives à l'évaluation en double ou en triple aveugle. Tu sais, je pense par exemple à des éditeurs qui, sans baisser les standards, la question, ce n'est pas de baisser des standards pour certains groupes, mais qui, par exemple, vont faire des efforts pour que certaines personnes aient les meilleures évaluations possibles. Ouais. Ou, tu sais, mettons, je reçois un article pour évaluation, je ne sais pas c'est qui a écrit l'article, mais si je le savais, tu sais, sans baisser les standards pour recommander l'acceptation, peut-être que je me permettrais de donner un révisé, resoumettre à une personne, lui donner une chance peut-être d'améliorer son propos, alors que si, tu sais, mettons des fois un article qui est mal écrit en anglais, peut-être que je serais moins sévère si la personne, c'était clair que c'était pas un anglophone, alors que, tu sais, sans baisser les standards, tu sais, comme ajuster peut-être les chances qu'on donne à quelqu'un dans le processus. C'est une super question. Je vais répondre en 2 temps. Je l'ai vu, pas à l'échelle des revues, mais à l'échelle des organismes subventionnaires. Donc, j'ai été sur des panels au Canada, aux États-Unis. La dimension de qui fait la demande est de plus en plus prise en compte. Aux yeux de certains, c'est un sacrilège parce qu'on se dit « Oh non, on devrait juste regarder la science, pas qui l'a fait. » Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre vision de l'excellence intègre des biais liés à des groupes sociaux et que donc, en disant « Ah, je favorise juste l'excellence », ce que tu fais dans les faits, c'est que tu favorises ce que font les hommes blancs. Hein, donc, ça c'est ce qui se passe concrètement. Donc, à l'échelle fédérale, il y a les enjeux de genre, puis il y a les enjeux autochtones qui prennent de plus en plus de place, puis on nous flague les demandes qui viennent de ces communautés-là. Donc, si on veut qu'ils s'améliorent, il faut peut-être effectivement donner le petit coup de pouce. Par contre, je n'ai pas vu ça à l'échelle des revues, puis je trouve ça super intéressant comme proposition. Ça va un peu contre la question du double aveugle, qui est vu comme étant la façon d'être juste. Bon, comme je l'ai dit, je pense qu'on sait par ailleurs que ce n'est pas ça qui se passe. Le gros problème, c'est les effets que l'on sait par ailleurs de l'évaluation qui serait totalement ouverte. Donc, par exemple, toi, tu reçois une demande, bon, tu sais c'est qui, c'est qui. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise dans cette transparence-là. Et c'est vrai principalement du point de vue des rapports de force qui existent. Donc, par exemple, si c'était toi qui
était la personne évaluée, puis un doctorant qui t'évalue ou une doctorante qui t'évalue, ben, elle ne sera peut-être pas game de dire le papier de Mark Kevin, il n'est pas terrible ou quoi que ce soit. Fait que c'est pas simple, en fait, de trouver le bon équilibre dans tout ça. Et je pense que ça peut se régler via l'éditeur ou l'éditrice en chef, qui, lui, détient la clé de qui est qui, puis dire, écoutez, moi, comme éditeur, je veux plus de diversité dans ma revue, et donc, en conséquence, je vais envoyer le papier de Julie à Mark Kevin parce que je sais que c'est un chic type et qu'il va faire une bonne évaluation, ou bien je réduis comment dire, moi, comme éditeur, ça m'arrive de ne pas envoyer certaines évaluations. Il y a des évaluateurs, des fois, qui dérapent et disent, OK, ça, je ne l'envoie pas à l'auteur. Ça ne donne rien. C'est des méchancetés. Mais, puis bon, je conclurai là-dessus, c'est qu'il y a par ailleurs on pourrait dire, il faudrait donner des formations à l'évaluation par les pairs. C'est quelque chose qu'on apprend sur le tas comme chercheur. Moi, avec mon équipe, j'en parle beaucoup. Mais c'est relativement nouveau, mais il faudrait faire quelque chose de peut-être un peu plus large. C'est comment on devrait évaluer? C'est quoi l'évaluation par les pairs qui serait la plus juste et qui serait, disons, qui permettrait à une plus grande communauté d'avoir accès à la publication? Parce que ce qu'il faut voir, c'est que si certaines communautés ne sont pas capables d'être publiées dans des revues plus traditionnelles, ils vont se tourner vers quoi? Bien, ils vont se tourner dans certains cas vers les revues prédatrices. Puis là, il y a comme un gros stigma associé aux revues prédatrices. Pourquoi on voit beaucoup d'Indiens, beaucoup de Nigérians qui publient là-dedans? Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils ne réussissent pas à publier dans les revues traditionnelles, parce que hey, c'est mal écrit. Fait qu'en les excluant, on les pousse dans une situation qui est pire. Fait que, bref, ça va au-delà de la question de la diversité de genre, c'est la question de la diversité de la communauté scientifique dans son ensemble, mais on a moyen de régler avec certaines actions plusieurs enjeux associés à ça. Il y a quelqu'un qui demandait la liste des articles. Juste un peu plus haut dans le chat, Frédéric, elle a mis le lien vers votre site de l'Université de Montréal. Et que, je ne sais pas s'il y avait d'autres informations que vous voulez. Oui, bien, sur le site de ma chaire, il y a à peu près tous les articles qui sont là, les portraits globaux, la question des contributions, du qui fait quoi, l'article sur le génie aussi. Il y a une série de données que je ne vous ai pas présentées encore qui sont dans un livre que je suis en train d'écrire depuis 4 ans et qui ne se finit plus. Bref, ça prend du temps à écrire ces affaires-là, puis je ne mets pas assez de temps, mais bon, il y a toute une série d'autres données là-dessus. Oui, en fait, j'avais vu la liste des articles, mais c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal. Du coup, je me demandais s'il y en avait des principaux où on pouvait retrouver ce que vous avez présenté aujourd'hui. Oui, celui, il y a un papier en 2013 dans Nature qui lui présente le constat global. Sinon, il y en a, je pense, c'est 2016 dans Academic Medicine. Je les écris ici. Puis l'autre, je pense, c'est 2013 dans PLOS ONE. Puis l'auteur principal, c'est Gita Gyasi, qui est une de mes postdocs. C'est peut-être pas 2013, mais c'est exactement. Ouais, ça, c'est celui qui vient d'être envoyé par Marlène, c'est celui dans Academic Medicine, là, qui montre en gros qui fait quoi. Super, merci beaucoup. Puis celui que je vous ai présenté sur la pandémie, qui est super intéressant, je vais envoyer le lien rapidement, là. Sur les effets de la pandémie, écrit par mes collègues de Northwestern. Je vous ai mis celui de 2013 aussi, de Nature. Ah, merci beaucoup. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions côté public? Je pense que ça nous donne définitivement envie de pouvoir vous réinviter l'automne prochain en personne. J'espère qu'on va pouvoir le faire. On va avoir des nouvelles données mises à jour. Ben oui.
Puis on pourra justement là, partir de la conversation d'aujourd'hui, puis la présentation comme point de départ de la prochaine. Donc, c'est bien aussi, là, c'est enregistré. On va pouvoir tabler là, à partir de tout ça. Bien, merci infiniment, Vincent Larivière, pour la présentation. Une journée bien occupée. Oui, merci, c'était vraiment très intéressant. Ça soulève beaucoup de questions, c'est très intéressant. Bon, ben écoutez, à très bientôt. Merci tout le monde, puis bonne chance pour la suite. Bien, merci beaucoup.